comment est-ce qu'on calcule une aire? Ça dépend. En fait, la réponse est ça dépend de la figure dont on cherche à calculer l'aire. Nous savons par exemple que si on a affaire à un triangle, comme ici, l'aire se calcule en faisant base fois hauteur divisé par 2. La base fois la hauteur qu'on divise par 2. L'aire d'un rectangle, bien sûr, c'est simplement la base fois la hauteur. Et pour avoir, par exemple, dans un cas légèrement plus compliqué, ce qu'on appelle un trapèze, à savoir un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles, l'aire se calcule en faisant la moyenne de la grande base et de la petite base, b plus petit b sur 2, que je multiplie par la hauteur. Voilà. Maintenant, je vais me placer dans un cadre un petit peu plus particulier, dans le cadre d'une fonction. Alors là, par exemple, je vais représenter la fonction qui a x associe 2x, et puis je m'intéresse à l'aire qui se situe ici, sous la courbe, donc l'aire coincée entre la courbe, c'est-à-dire cette droite, l'axe des abscisses, et délimitée par les abscisses 0 et 2. Si je regarde cette figure, je me rends compte que j'ai en réalité affaire à un triangle. Quelle est sa base? Sa base ici, c'est 2. Entre 0 et 2. Quelle est sa hauteur? Pour connaître la hauteur, j'ai besoin de savoir quelle est la hauteur de ce point. Ce point, c'est le point d'abscisse 2 de la courbe. C'est la courbe de la fonction qui a x associe 2x. Et donc, l'ordonnée, c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et donc ici, la hauteur, c'est 4. L'aire que je cherche à calculer est donc 2 fois 4 divisé par 2, en appliquant la formule qui correspond à un triangle. Base fois hauteur sur 2. Et donc, bien sûr, j'obtiens une valeur qui est de 4. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir que se passe-t-il si j'ai une courbe quelconque. Alors, on va tout de même se limiter aux courbes des fonctions continues, en terminale. Mais comment est-ce que je peux calculer ce genre de choses? La réponse à ça, c'est la théorie de l'intégration. C'est celle qui va nous permettre justement de déterminer les aires sous les courbes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la création de cette théorie, mais en réalité, l'idée simple est la suivante. C'est que on va dans un premier temps découper notre R en rectangle. Il suffit simplement de prendre des rectangles d'une base donnée, d'une base définie, et puis de regarder en fait le point de contact avec la courbe, et puis le point suivant. Voilà. Donc on regarde les points de contact avec la courbe, ce qui nous délimite en fait des rectangles, et puis on va simplement faire la somme des aires de ces rectangles, et ensuite on va utiliser la théorie des limites, et nous allons faire tendre la largeur d'un rectangle vers 0, et ça va nous donner en fait l'aire exacte sous notre courbe. Alors, nous, on ne va pas passer par ce genre de pratique. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donner un outil qui va nous permettre en fait de donner la valeur exacte de l'aire sous cette courbe. Alors, nous allons donner la définition. Si j'ai une fonction f continue et positive, on va commencer d'abord par les fonctions positives, on s'occupera après du cas où la fonction peut changer de signe. Eh bien, donc sur un intervalle AB, l'intégrale de f entre a et b, qui se note, donc intégrale c'est un s stylisé entre a et b de f de x dx, s voulant dire somme initialement, eh bien c'est simplement l'aire du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses, et puis les droites d'équation x égale a et x égale b, c'est-à-dire les droites parallèles à l'axe des ordonnées qui passent par les abscisses a et b. La définition de l'intégrale donne tout de suite un certain nombre de propriétés très intuitives, quasi évidentes si on se ramène à la notion d'aire. La première, c'est que si f est une fonction positive et continue, eh bien l'aire sous la courbe de la fonction f, entre les bornes a et b, est un nombre positif. Une aire, c'est quelque chose de positif, et donc ça tombe sous le sens, c'est une conséquence directe de la définition. Ensuite, si
la fonction f est la fonction nulle sur l'intervalle AB, c'est-à-dire si elle vaut 0 pour chaque x appartenant à AB, eh bien l'intégrale est nulle. Ça aussi, c'est quelque chose de parfaitement intuitif. Autre propriété intuitive également, c'est que si f et g sont deux fonctions continues et positives sur l'intervalle AB et que f de x est toujours inférieur ou égal à g de x sur AB, alors l'aire sous la courbe de f, l'aire bleue, est plus petite que l'aire sous la courbe de g, qui est donc l'aire rouge. Voilà. Une dernière propriété dont on va se servir beaucoup est la relation de Schall, qui en fait correspond à la même idée que la relation de Schall pour les vecteurs. C'est que si je prends mon aire et que je découpe cette aire en deux parties, c'est-à-dire l'aire entre A et B puis l'aire entre B et C, eh bien l'aire totale entre A et C, c'est simplement la somme des aires bleues entre A et B et rouge entre B et C. Ce qui s'écrit avec la notation de l'intégration que l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de B à C de f de x dx, c'est simplement l'intégrale de A à C de f de x dx, c'est-à-dire l'aire complète sous cette courbe. Alors vous allez me dire, ok c'est très bien, on a plein de propriétés intéressantes sur les intégrales, mais on ne sait toujours pas calculer l'aire sous une courbe quelconque, comme on avait dit au début de cette séquence. Et en fait, pour cela, nous avons besoin d'un outil qui s'appelle les primitives. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Eh bien, une primitive d'une fonction f continue sur un intervalle AB, c'est simplement une fonction grand f dont petit f est la dérivée. Concrètement, grand f est une primitive de petit f sur AB. Ça signifie que grand f', c'est-à-dire la dérivée de grand f, c'est justement petit f. On a donc le schéma suivant. On part d'une fonction petit f, on trouve sa primitive. Comment? Eh bien simplement en se demandant quelle fonction grand f est-ce que je dois dériver pour tomber sur ma fonction petit f que je connais. Et puis voilà, donc le chemin inverse c'est la dérivation. Donc, si je dérive grand f, eh bien je retombe sur petit f. Nous allons maintenant révéler le secret des intégrales, c'est-à-dire la technique qui va nous permettre de déterminer l'aire sous une courbe d'une fonction qu'on se donne par un calcul et avoir la valeur exacte de cette aire. Alors, justement, cette méthode, comme je l'ai indiqué, elle passe par l'utilisation de l'outil primitive. Si f est une fonction positive et continue sur AB et que grand f est une primitive de petit f, alors pour calculer l'aire sous la courbe de la fonction f, petit f, donc, entre les bornes A et B, eh bien, j'ai simplement besoin de connaître l'expression de la primitive grand f, et donc cette aire est donnée par grand f de B moins grand f de A. Alors on a une notation qui va nous être utile en pratique, c'est lorsque je connais l'expression de ma primitive grand f, eh bien je mets cette expression entre crochets avec les bornes A et B ici en indice, et ça va me permettre de poser le calcul facilement puisque je vais avoir l'expression et puis je vais avoir les valeurs A et B que je vais remplacer dans l'expression de f de x. Alors on va faire un exemple. Là j'ai représenté la fonction x carré sur l'intervalle, alors je m'intéresse à l'intervalle 1, 2 là en particulier, et je vais chercher à calculer en fait cette aire que j'ai assurée, c'est-à-dire l'aire sous la courbe de la fonction x carré entre les bornes 1 et 2. Voilà, donc ça se note comme ça, comme nous avons déjà vu. Et donc, alors, si je me souviens de ce qu'on vient de dire, pour déterminer cette aire, cette intégrale, j'ai besoin en fait de déterminer grand f, une primitive de la fonction qui a x associé x carré. Qu'est-ce que j'ai comme primitive? Eh bien, il faut savoir quelle fonction je dois dériver pour avoir x carré. Une idée simple, c'est de savoir que lorsque je dérive une fonction qui est une puissance de x, eh bien, la puissance descend de 1. C'est-à-dire, si je dérive x carré, je vais tomber sur 2x. Donc, en fait, en dérivant x carré, je tombe sur un polynôme du premier degré.
Si je veux avoir en dérivant quelque chose la fonction x carré, eh bien en fait je dois dériver une fonction polynôme du troisième degré. Je peux essayer par exemple x au cube. Qu'est-ce qui se passe si je dérive x au cube? Eh bien si je dérive x au cube, la formule classique de dérivation me dit que la dérivée de x au cube c'est 3x au carré. Et donc je n'ai pas ce que je veux, moi je veux avoir x carré, ce que j'ai c'est 3x carré, c'est-à-dire une fonction qui est 3 fois trop grande. D'où l'idée, pour déterminer une primitive de x carré, de prendre x au cube et de diviser x au cube par 3. Qu'est-ce que je vais avoir à ce moment-là? Eh bien les règles de dérivation, je vous rappelle que x au cube sur 3 c'est simplement 1/3 de x au cube. Et donc si je dérive 1/3 de x au cube, eh bien la dérivée c'est 1/3 de la dérivée de x au cube. La dérivée de x au cube c'était 3x au carré. Et donc si je prends 1/3 de cette fonction, c'est-à-dire 3x carré sur 3, j'ai bien la fonction x au carré. Et donc une primitive de la fonction x au carré, c'est la fonction 1/3 de x au cube. On va pouvoir généraliser cette formule ultérieurement, mais pour l'instant, je vais terminer mon calcul. Alors, la théorie me dit que l'intégrale que je cherche à calculer, donc l'intégrale de 1 à 2 de x au carré dx, c'est expression de la primitive 1/3 de x au cube, que je mets donc entre crochets en utilisant la notation pratique que j'avais donnée. Et puis je mets les bornes qui m'intéressent, c'est-à-dire 1 et 2. Ici 1, puis 2. Alors, que signifie cette notation? Elle signifie que je vais prendre la fonction grand F dont j'ai écrit l'expression ici, 1/3 de x au cube. Je vais remplacer d'abord x par 2, puis x par 1, et je vais faire la différence de ces deux valeurs. On y va? 1/3 de 2 au cube moins 1/3 de 1 au cube. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai simplement 1/3 fois 2 au cube, c'est-à-dire 8, moins 1. Et donc, au final, j'ai 8 moins 1, 7, donc 7/3. C'est donc la valeur de l'aire qui est ici délimitée par les valeurs 1 et 2 sous la courbe de la fonction x carré. Alors, deux autres petits exemples qui se rapportent à des fonctions importantes que nous avons étudiées donc en terminale. Eh bien, la première, la fonction exponentielle. Que se passe-t-il si j'ai envie d'avoir de calculer en fait l'intégrale entre 0 et 1 de e de x dx? Je vous rappelle la forme de la courbe de la fonction exponentielle. Voilà. Donc c'est une fonction qui est comme ça. Ici en 0, ça vaut 1. Et puis je sais qu'en 1, d'ailleurs, ça vaut e. Alors, une première remarque intéressante à faire, c'est que je suis capable, en fait, grâce à ça, déjà d'avoir une estimation, ou du moins un encadrement de mon intégrale. Pourquoi? Parce que, regardez, là, je dessine un rectangle. Ce rectangle, il a comme base 1 et comme hauteur 1. Je sais que l'aire que je cherche à calculer, elle est plus grande que l'aire de ce rectangle. Et donc, mon encadrement me dit que d'abord, donc 1 est plus petit que cette intégrale. Et d'autre part, je peux trouver une borne supérieure, donc je peux trouver une valeur dont je suis sûr qu'elle est plus grande que l'intégrale. C'est laquelle? Eh bien, regardez le rectangle qui est ici, le rectangle de hauteur E et de côté 1. Ce rectangle, en fait, son aire, c'est simplement 1 fois E. Maintenant, ce rectangle, il contient le domaine dont je cherche à calculer l'aire. Et donc, forcément, l'aire de ce domaine, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x dx, est plus petite que l'aire du deuxième rectangle, c'est-à-dire 1 fois E. 1 fois E. C'est-à-dire E. E, c'est donc environ 2,718, la base naturelle de l'exponentielle. Alors maintenant, donc voilà, donc ça il faut savoir le faire. Ce genre de choses peut nous aider si on ne connaît pas de primitive de la fonction dont on cherche à calculer l'intégrale. On a tout de même la possibilité de trouver un encadrement
Alors bien sûr, l'encadrement il peut être plus ou moins fin selon le découpage qu'on fait de notre erreur. Maintenant, dans ce cas particulier, nous avons en fait une possibilité de calculer la valeur exacte. Pourquoi? Parce que nous connaissons une primitive de la fonction exponentielle. Petit rappel, quelle est la dérivée de la fonction exponentielle? La dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même, c'est-à-dire e de x. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on a comme primitive de la fonction exponentielle? Eh bien, encore une fois, elle-même. Et donc, si je prends comme primitive grand f de x égale e de x, alors l'intégrale de 0 à 1 de e de x dx, c'est simplement e de x, donc la primitive que j'ai choisie, prise entre les bornes 0 et 1. Le calcul est simple, je remplace x par 1 dans un premier temps, e de 1, je remplace x par 0 dans un deuxième temps, e de 0, et je soustrais l'un à l'autre. Petit rappel, e de 0 ça fait 1, et donc en réalité, ma valeur c'est e de 1 moins 1, c'est-à-dire e moins 1. Alors e moins 1, 2,718 environ moins 1, 1,718. Mon encadrement est bien légitime puisque l'intégrale que je cherchais à calculer, eh bien, sa valeur elle est bien comprise entre 1 et e. Deuxième exemple. Je regarde la fonction inverse 1 sur x et puis je regarde ce qui se passe sur l'intervalle 1, 2. Alors petit schéma, voilà. Donc sur l'intervalle 1, 2. Ici en 1, la fonction vaut 1. Et puis en 2, elle vaut 1 demi, puisque l'inverse de 2, c'est 1 demi. Et donc je cherche à calculer l'aire entre ces deux bornes. Donc bon, je l'ai fait en petit ici. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, encore une fois, alors je peux refaire un encadrement. Donc l'encadrement, je vous laisse le faire. Hein. Mais si je prends le premier petit triangle, donc la hauteur c'est 1 demi fois 1, ça fait 1. Et puis si je prends le plus grand triangle, la hauteur c'est 1 fois 1, donc ça fait 1. Pardon, le premier c'était 1 demi. J'ai été un peu vite. Le premier c'était 1 demi puisque 1 demi fois 1. Et puis le deuxième c'est 1 fois 1. Donc c'est la valeur que je cherche, elle est comprise entre 1 demi et 1. Maintenant, je vais procéder au calcul exact. Alors pour ça, il faut que je me souvienne, qu'est-ce que je dois dériver pour avoir 1 sur x? Alors, si vous vous souvenez du cours sur la fonction ln, logarithme népérien, on sait que la dérivée de la fonction ln, c'est la fonction 1 sur x, la fonction inverse. Et donc, si je pose grand f de x égale ln de x, ce que je trouve, c'est une primitive de la fonction 1 sur x, puisque la dérivée, encore une fois, de ln de x, c'est bien 1 sur x. Et donc, l'intégrale que je cherche à calculer, je vais le faire ici en bas, l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, c'est ln de x, prise entre les bornes 1 et 2. Et donc ça fait ln de 2 moins ln de 1. Alors on se souvient enfin que ln de 1 ça fait 0. Et donc en réalité la valeur de cette intégrale c'est simplement ln de 2. Et je vous laisse vérifier avec la calculatrice qu'on a bien une valeur comprise entre 1 demi